La e-santé, qu'est-ce que c'est ? Comment les nouvelles technologies nous permettent de passer d'une médecine curative à une médecine préventive. Comment la médecine est en train de se révolutionner. La santé, c'est peut-être le domaine où le numérique va faire le plus d'apport. Grâce à la médecine et à la technologie, quelle humanité voulons-nous construire pour demain ? Ça va changer la vie des médecins, ça va changer la vie des patients, ça va changer la vie des chercheurs. Le numérique dans la santé, ça ne date pas d'hier. Déjà au début d'Internet, plusieurs sites web et forums de discussion étaient dédiés à la santé et à la médecine. On pouvait se renseigner facilement sur n'importe quelle maladie ou traitement et ne plus se contenter simplement de l'avis de son médecin. Aujourd'hui, on ne compte plus les applications sur smartphone qui peuvent vous aider à surveiller votre activité physique, relever vos paramètres, voire même diagnostiquer la cause d'une rougeur apparue soudainement sur votre main. Mais au fond, le numérique dans la santé, ça n'a que du positif ? C'est la question qu'on a eu envie d'explorer lors d'une soirée débat du Digital Lab et qu'on va tenter de vous résumer dans ce deuxième épisode d'Écho numérique. Moi, c'est Roxane, la petite voix du Digital Lab, un lieu d'échange et de rencontre pour tous les acteurs de l'écosystème numérique wallon ancré au sein de HEC Liège, l'école d'économie et de gestion de l'Université de Liège. Après chacune de nos soirées débat, je me glisserai dans vos écouteurs pour vous faire revivre les meilleurs moments de ces rencontres. Et en bonus, vous donner des outils et des pistes de réflexion face à la digitalisation, que ce soit dans votre entreprise, dans votre équipe ou tout simplement dans votre vie privée. Pendant 1 heure, nous allons parler d'e-health, de santé numérique, santé digitale, autrement dit l'intégration des technologies digitales dans le secteur de la santé. Si vous avez écouté le premier épisode, vous aurez certainement reconnu sa voix. C'est Nicolas, le responsable du Digital Lab qui, le temps d'une soirée, joue le rôle de modérateur du débat. Ce soir-là, on avait 3 intervenants pour discuter santé et numérique. Alfred Atipo, fondateur et patron de Communicaire, Delphine Gillement, responsable de la stratégie et des relations institutionnelles au CHU de Liège, et enfin Giovanni Briganti, professeur et titulaire de la chaire Intelligence artificielle et médecine digitale à l'Université de Mons. Alors bien entendu, il était impossible de couvrir tous les sujets tant le numérique est partout dans la santé. Quand on dit partout, ça veut dire qu'il vient en aide à tous les acteurs. Du radiologue qui affine son diagnostic grâce à un logiciel d'imagerie aidé par l'IA, au patient qui prend ses rendez-vous en ligne, ou encore au médecin traitant qui a accès à un dossier médical partagé en passant par l'employé administratif à l'hôpital qui n'a plus à encoder systématiquement les mêmes informations au sujet du patient. Bref, il faut bien commencer quelque part et reconnaître que des exemples de progrès engrangés grâce au digital, ça ne manque pas. Par exemple, on a mis en place une stroke unit, donc vraiment une unité qui permet d'agir, de faire intervenir à distance par visioconférence des spécialistes en cas de suspicion d'AVC. Donc l'AVC, on sait vraiment que plus on le prend tôt et plus on peut réduire l'impact et améliorer le pronostic du patient. Et oui, comme nous le montre cet exemple donné par Delphine, intervenir à distance, ça permet de sauver des vies. C'est l'une des facettes de la télémédecine. Au même titre d'ailleurs que le fait de surveiller l'état d'un patient à son domicile grâce à des capteurs connectés et à des apps pour smartphone, comme dans cet autre exemple donné par Giovanni. Des personnes âgées, en situation isolée, qui présentent des troubles du rythme, étaient auparavant destinées à faire une complication là où personne n'allait pouvoir être capable de détecter qu'ils étaient en train de faire une complication. Le cœur ne bat plus comme il devrait. Alors qu'avant, on les retrouvait par terre chez eux quand une visite avait lieu, aujourd'hui, avec des dispositifs connectés, on peut identifier des anomalies cardiaques à distance et intervenir là où il faut. Et donc, la personne âgée n'est plus isolée, par exemple. Et pourtant, si pratiquer la médecine à distance est une avancée réelle, il semblerait bien que la véritable révolution soit ailleurs, notamment en ouvrant la voie à une médecine à la fois personnalisée et prédictive. Avec la survenue d'outils technologiques tels que des applications médicales pour le suivi à distance des patients, pour le monitoring, pour la surveillance, nous pouvons désormais collecter à l'échelle du patient des données temporelles. C'est-à-dire que le même symptôme sera mesuré 4-5 fois sur une journée. Et en collectant tous les symptômes d'un patient et en l'accumulant avec des traitements différents, on peut venir construire un modèle du patient qui, lui, va être opérationnel et précis sur le patient. Ce qu'on appelle la médecine personnalisée, ce qui permet en fait de suivre et de monitorer le patient à distance via des algorithmes qui vont prédire, sur base des enregistrements, cet enregistrement-là est critique, non pas parce que lui-même est sévère, mais parce qu'il donnera lieu dans le futur, dans X mesures, à la survenue d'un événement de complications. Et donc, il faut anticiper le soin, et donc il faut contacter le patient, et donc il faut l'accompagner, le soigner en priorité. C'est véritablement ça la plus-value de l'intelligence artificielle dans l'accompagnement des patients via la surveillance à distance, et qui a permis aujourd'hui, dans des tas de domaines différents, de véritablement révolutionner la médecine.
Alors, je me suis un peu renseignée sur les chiffres et j'ai trouvé une étude de 2024 réalisée par l'Association belge de recherche et d'expertise des organisations de consommateurs. Selon elle, 1 personne sur 2 utilise des applications ou des appareils en ligne dans le cadre de sa santé et de son bien-être. Ce suivi, ça peut être vraiment bénéfique. Mais c'est comme pour tout, il y a souvent un revers à la médaille. Comme va nous l'expliquer Delphine. Ah oui, je vous ai pas dit. En plus d'être responsable de la stratégie et des relations institutionnelles au CHU de Liège, Delphine est psychologue clinicienne de formation. Il y a des patients chez qui le fait d'avoir un suivi très très régulier va susciter une forme de réassurance. Chez d'autres, ça va créer une illusion de contrôle qui va faire en sorte qu'ils vont davantage se distancier des pratiques saines en se disant que de toute façon ils sont contrôlés. Donc ça, c'est un effet retors de la dématérialisation. Et d'autres qui, au contraire, vont tomber dans une espèce de contrôle à tout va et qui ne vont pas savoir décrocher de leur application. C'est comme si à ce moment-là, l'identité personnelle de l'individu était transposée dans une sorte d'identité numérique. Et donc finalement, rendre acteur de sa santé au travers d'une information qui passe par des canaux digitaux, ça implique aussi la prise en considération de certaines caractéristiques psychologiques et sociales. Et notamment, il y a des capacités cognitives qui rendent les patients plus susceptibles d'adhérer sans effet retors, je vais dire, que d'autres. Alfred, fondateur de Communicare Solutions, qui est justement une application de santé permettant de partager plus facilement des données médicales entre le patient et l'équipe soignante, nous confirme que ce risque est bien réel. Au départ, ce type d'application a pour objectif de réduire l'anxiété chez les patients parce que on comprend mieux et on est mieux anxieux par rapport à des signes et symptômes qui arrivent. Mais on peut se retrouver dans des situations qu'elle cite où l'utilisation quotidienne d'un outil va générer un autre type d'anxiété qui n'est pas lié à la méconnaissance de la maladie et du traitement, mais plus à l'hyper-numérisation, c'est-à-dire l'inquiétude de savoir si tout va bien ou si tout... Est-ce qu'on peut aussi parler d'une addiction par rapport à Voilà, l'usage? tout à fait, une addiction. Il y a des études qui montrent, dans le cadre d'applications de suivi de certains paramètres, dans le cadre de pathologies chroniques notamment, qu'il y a une anxiété de non-conformisation à ce que la norme devrait être. Donc, le patient se dit « Ok, j'ai un outil, on attend de moi à ce que maintenant j'aille en bonne santé puisque j'ai l'outil qui me permettra d'être suivi et d'aller en bonne santé, mais en fait, je n'arrive pas à me conformer. » Donc, si je comprends bien, les apps de santé, c'est globalement intéressant, mais ça peut avoir plusieurs effets pervers. D'abord, il y a le cas où le patient se croit en sécurité parce qu'il est connecté et va donc être moins vigilant ou moins impliqué dans le suivi du traitement. Ensuite, il y a le patient qui développe une addiction vis-à-vis du dispositif de contrôle. Le risque, c'est qu'il surinterprète certains signaux et ça pourrait nuire à sa santé mentale. Et puis, il y a le patient qui devient anxieux parce qu'il se sait surveiller et qui a peur de ne pas se comporter conformément à une norme ou à des attentes du médecin. Conclusion, tout n'est pas toujours rose en matière de santé digitale. Mais si la médecine a fait des progrès immenses ces dernières décennies, c'est aussi grâce au recours à des moyens technologiques en lien avec le numérique. Alors comment faire pour que la transition se passe sans encombre ? Tout d'abord, pour que de tels outils soient utilisables, je parlais du côté facile pour les patients, mais du côté des hôpitaux ou des institutions de soins, il faut que ça s'intègre dans la manière de travailler, pas que ça vienne apporter un effet disrupteur des processus de la démarche de soins. Il faut que ça s'ajoute à ce qu'on appelle le standard of care pour que ça le complémente. Ça, c'est sur l'aspect organisationnel. Après, sur l'aspect technique, il faut que ces outils s'adaptent, s'intègrent avec les systèmes informatiques parce que sinon, on crée des silos qui ne sont pas intégrés. Les données des patients viennent dans un système et le médecin, l'infirmière, le pharmacien, l'hôpital doit changer d'un système à l'autre pour consulter les données. Ce n'est pas pratique et c'est un vrai frein pour que ces systèmes s'adaptent. Anticipation, gestion du changement, approche qui vise à être complémentaire plutôt que d'ajouter une couche supplémentaire, intégration et interopérabilité des solutions, voilà autant d'éléments qui permettent de lever des freins potentiels et qui sont souvent évoqués lors de nos soirées débats. Mais cette fois-ci, plus que d'habitude, un élément en particulier a retenu l'attention, le manque de moyens financiers. On le sait, les hôpitaux ne sont pas comparables à des entreprises qui réalisent de plantureux bénéfices. Ils ont une autre finalité tout en étant confrontés à des ressources qui coûtent de plus en plus cher en termes de personnel, de matériel ou d'énergie par exemple. Alors souvent, le numérique n'est pas la priorité. Surtout que, comme le souligne Giovanni, il n'est pas toujours évident de démontrer le retour sur investissement. On vient me présenter un outil, j'aime bien cet outil, on pourrait l'appliquer, le clinicien est éventuellement enthousiaste de l'appliquer, mais qu'est-ce que ça va nous coûter? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Or, selon le type d'outil d'IA, on peut soit créer des types de soins qui n'existaient pas auparavant, et donc financer des nouvelles équipes, de nouveaux paramédicaux, de nouveaux médecins qui vont venir travailler à l'hôpital, et donc accroître l'offre de l'hôpital et améliorer l'accessibilité de la santé. Et puis, il y a tout un cas d'application où ce n'est pas le cas,
où le return on investment, il n'est pas tout à fait évident. C'est peut-être moins direct, ça peut être la qualité de vie ou la performance des soignants au travail, ça peut être la réduction du burn-out de certains paramédicaux, ça peut être la réduction de l'administratif et donc tout simplement l'épanouissement ou le bonheur au travail qui pourrait induire une autre performance du clinicien au travail. La difficulté, c'est toujours celle de l'investissement, c'est-à-dire du temps que l'on va accorder et de la confusion qu'il y a entre le coût et l'investissement, en fait. Quand on examine dans un hôpital et dans une structure qui certainement doit être rentable et dont on vise surtout qu'elle soit soutenable à long terme et pour prendre en charge en tout cas les pathologies et les patients. La difficulté pour un hôpital, c'est toujours de rester dans un modèle qui permet d'assurer l'objectif principal qui est associé intuitivement quand on pense hôpital, c'est-à-dire le soin. Or, ça serait naturel de considérer que tous les éléments qui sont connexes, ce sont des coûts et pas des investissements. Et en réalité, investir dans la digitalisation et donc dans la formation à la digitalisation, c'est aussi soutenir l'innovation. Voilà une distinction intéressante que vient de faire Delphine. Voir une dépense en matière de numérique comme un investissement plutôt que comme un coût. Surtout que, comme Giovanni l'a indiqué juste avant, un investissement peut conduire à développer une nouvelle offre de soins et rendre l'hôpital plus attractif, à la fois pour les patients, mais aussi pour le personnel. Mais bon, parfois, l'hôpital n'a tout simplement pas les moyens d'investir. Aujourd'hui, quand on utilise des systèmes de santé digitale, qui paye? C'est vraiment la question cruciale. Est-ce que c'est le patient qui doit payer? On est dans des systèmes de soins en Europe qui fait que le patient est habitué à ne pas payer ses médicaments, donc pourquoi payer une application qui lui permet de rester en contact avec les soignants? Les hôpitaux peuvent-ils payer? Ont-ils les moyens de payer? On connaît la situation financière des hôpitaux et le mode de financement. Peu d'hôpitaux sont capables de payer ce genre de système s'ils n'ont pas un bénéfice, ils n'en voient pas un bénéfice immédiat dans leur opération et dans leur manière de travailler. Et donc, on se retourne souvent vers la sécurité sociale. Et là, c'est une problématique qui dépasse donc les hôpitaux, mais qui va aller au niveau régional ou national. Et on sait que, par exemple, en Europe, la santé est la chose la moins bien partagée. D'après Alfred, qui est aussi docteur en informatique, il faudrait donc aller chercher au-delà de l'institution et poser le problème au niveau des autorités publiques. Après tout, la santé est un domaine hautement stratégique qui dépend fortement des décisions prises par le pouvoir politique. La crise du Covid-19 en a d'ailleurs été la piqûre de rappel. Alors, le politique en fait-il assez ? Est-ce qu'on prend en compte nos besoins ou le besoin de ce secteur d'évoluer si le constat est que sur la plupart des sociétés qui sont actives dans le domaine, beaucoup font faillite après 3, 4, 5 ans de vie. La conclusion est qu'il n'y a pas assez qui est fait pour que ce secteur vive et se développe. Nous avons fait l'expérience du système belge, mais aussi du système français. Donc nous avons suivi la procédure qui a été mise en place par l'INAMI pour évaluer les systèmes d'accompagnement de patients, les systèmes de santé digitale, pour amener à leur remboursement. Et nous avons fait le même exercice en France. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre société a un certificat pour le remboursement de notre application dans 4 pathologies, alors qu'en Belgique, on n'est nulle part. La réponse d'Alfred à la question est donc clairement non. Un avis qui tranche avec celui de Giovanni, qui a plutôt envie de souligner le soutien récent apporté par les autorités publiques au développement de l'IA en médecine. Il faut dire ce qui est. Le public a avancé énormément sur la question. Nous sommes passés d'une législature où l'IA en santé était quasi, l'adoption de la santé digitale était quasi un tabou. Nous sommes passés à tout de même financer des projets publics d'envergure, des appels à projets avec beaucoup d'argent du fédéral qui a été mis et à la fois de la région qui a été mis pour financer des projets à la fois de recherche, à la fois d'adoption, etc. Nous avons quand même sensibilisé les hôpitaux. Ben voilà, écoutez, il y a potentiellement de l'argent public à prendre, donc activez-vous dans ce domaine. Résultat, pendant cette dernière législature, les hôpitaux se sont sensibilisés à la santé digitale, savent que c'est un domaine avec un enjeu d'avenir et donc ils se sont investis. Et donc il y a plein d'avancées positives. Maintenant, il faut consolider notre position, il faut consolider le remboursement des applications, il faut consolider la validation des initiatives, il faut consolider la formation des professionnels, il faut soutenir et accompagner les institutions de soins et on va réussir notre coup. Ah, voilà un élan d'optimisme qui fait plaisir à entendre. Toutefois, vous aurez remarqué comme moi qu'il y a encore du pain sur la planche, avec notamment cette recommandation de Giovanni qu'il faut consolider la formation des professionnels. Et ça, justement, pour Delphine, c'est la base. Non seulement parce que ça va apporter les compétences requises, mais avant tout parce que ça va permettre de démystifier le numérique et de faire baisser les craintes du personnel.
Alors, le digital a changé la donne. Ceci étant, à l'hôpital, la réflexion sur la digitalisation, elle se fait toujours par rapport à l'humanisation. Encore trop souvent, il y a une espèce de tabou interne qui est de considérer que la digitalisation va supprimer l'humanité dans les soins. Ce n'est pas le cas, mais il faut l'expliquer et il faut pouvoir former le personnel à cet aspect-là. Cette formation implique des compétences instrumentales liées à l'outil, mais aussi des capacités cognitives particulières. Ça, c'est pour la formation du personnel, mais il ne faut pas oublier les futures générations de soignants. Est-ce qu'ils sont bien armés face à cette nouvelle donne ? Grâce à leur formation initiale, ou comme le demande Nicolas ? Giovanni, question très cash du coup, est-ce que les futurs médecins doivent non seulement être de bons médecins, mais aussi de bons data analystes, des informaticiens Il faut travailler sur le manque d'éducation épistémologique et méthodologique des médecins. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, dans la plupart des universités européennes, la méthodologie, la statistique, la recherche clinique, l'épistémologie scientifique n'ont pas leur place, en tout cas pas la place qu'ils méritent à une ère où se poser les bonnes questions est devenu essentiel. Tant à l'Université de Liège, à l'Université de Mons et à l'ULB, nous avons mis en place désormais des cours qui couvrent tout, la santé digitale, que nous partageons par ailleurs à l'Université de Liège, l'intelligence artificielle, l'informatique médicale, les sciences des données, les statistiques, ainsi de suite. Oui, parce qu'en plus de son poste à Lumons, Giovanni Briganti est aussi professeur à la faculté de médecine de l'Université de Liège et spécialiste de l'intelligence artificielle en matière de santé. Donc ça, c'est vraiment dans la formation initiale. Si on veut rendre les cliniciens ne fût-ce que sensibilisés à la question, on doit les charger avec ces matières. Ça pourrait paraître secondaire à l'apprentissage clinique, mais à l'ère où des outils d'intelligence artificielle générative sont plus performants que les meilleurs étudiants en médecine, je pense qu'il faut renforcer davantage le profil autoréflexif de nos futurs médecins. Ça, c'est en formation initiale. On est les premiers au monde, en Belgique, à mettre en place des cours obligatoires de santé digitale, d'intelligence artificielle pour les étudiants en médecine. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde, on peut chercher, tout ce qu'on trouve, c'est des cours optionnels. Ouais, vous le saviez, vous, qu'on était les premiers au monde à avoir introduit des cours obligatoires d'IA pour les étudiants en médecine ? D'ailleurs, selon l'étude sur les indicateurs de santé en ligne publiée en 2024 par la Commission européenne, la Belgique occupe la première place niveau maturité en matière de santé numérique. Bon, j'espère en tout cas que ce n'est pas la seule chose que vous avez apprise en nous écoutant. Et oui, l'épisode est déjà presque terminé. Mais pour mieux faire passer la pilule, je vous ai préparé un petit quiz. Vous êtes prêts ? Première question. Qu'est-ce que le réseau santé wallon ? Réponse A. Une solution de partage des données de santé informatisées. Réponse B. Une plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne. Ou réponse C. Un Wikipédia wallon dédié à la santé. Réponse A. Le réseau Santé Wallon, c'est une plateforme qui vous permet de partager vos données de santé de façon sécurisée avec les professionnels qui vous soignent. Tout le monde y gagne en temps et en efficacité. Deuxième question. Ouvrez bien vos oreilles. Le prêt CyberHealth permet de mobiliser rapidement des moyens financiers pour des travaux utiles à la sécurisation des réseaux informatiques. Il vise des établissements de soins de santé situés en Wallonie. Mais à combien les demandeurs peuvent-ils prétendre ? Réponse A. Jusqu'à 50 000 €. Réponse B. Jusqu'à 100 000 €. Ou réponse C, jusqu'à 2 millions d'euros. Réponse C, jusqu'à 2 millions d'euros, avec ou sans cofinancement pour une durée maximale de 5 ans. Troisième question. En moyenne, combien d'applications digitales sont présentes au sein de l'infrastructure informatique d'un hôpital général comme le CHU de Liège ou le CHU Saint-Pierre, par exemple ? Réponse A, une 50aine. Réponse B, plus d'une 100aine. Ou réponse C, plus de 300. Réponse C. Les hôpitaux sont des organisations hyper complexes avec des fonctions très variées. On peut y retrouver jusqu'à 350 programmes et applications différentes. Vous imaginez que la question de l'interopérabilité est un sacré défi. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, alors il est temps de relever les points les plus importants. Le recours à la digitalisation dans le domaine de la santé a grandement contribué à améliorer la qualité de vie des patients et le cadre de travail du personnel soignant. Par contre, le recours excessif aux technologies digitales ou une mauvaise intégration aux pratiques en place peut poser des problèmes liés au stress et à la santé mentale. Comme dans d'autres circonstances, il existe de nombreux freins au déploiement du numérique dans la santé. Mais ici, plus qu'ailleurs, le manque de moyens financiers est clairement problématique. Si des investissements publics dans le domaine de l'IA notamment sont à souligner, il semble que les efforts du politique pour investir dans l'aide à la transition numérique restent insuffisants. Enfin, tant au niveau de la formation initiale que continue, investir dans l'humain reste le meilleur moyen d'avoir des professionnels de santé qualifiés et motivés.
Si vous aimez notre podcast et voulez en savoir plus ou participer à nos prochaines soirées débats en direct, allez faire un tour sur notre site www.digitallab.be. Vous écoutiez Éco-numérique, le podcast du Digital Lab qui explore les enjeux numériques avec des experts pour vous aider à mieux comprendre la transformation digitale. Une initiative soutenue par la Wallonie dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia.